Ça Cool. y est, on est en direct. Est-ce qu'il y a des participants? Il y a 12 participants déjà. Ouais, pas Bonjour à mal. tous. Bonjour à tous. Ah bah, on n'aura pas de réponse, je crois. Ça va être un truc un peu à sens unique. Ah, il y a le chat. Est-ce que vous nous Ouais, entendez ouais. bien? Peut-être. Michael est en train de taper. Cool. Hello. Hello, hello. Bon, on va juste laisser quelques petites minutes, je pense, pour laisser les gens arriver. T'as un signal assez faible sur ta caméra, apparemment, Cédric. Ah. Bizarre, bizarre. Salut Flora. Enfin, je dis salut, bonjour. Hello, hello. Hello Sarah, hello Flora, hello Michael. Je prendrai pas le risque d'essayer de prononcer ce nom. Alejandra. Allez, En tout cas, j'ai quand même pris le risque, t'as vu? J'ai tenté. ouais, ouais. Bonjour. Enfin, en tout cas, je sais pas hein, si elle est d'accord avec le fait. Ouais, bah, Super. salut Chloé. Première fois que je le vois de ma vie. Salut Chloé. Hello Isa. Bon bah super. Du coup, on te voit plus du tout, hein. Moi, je te vois plus, Cédric, pour info. Ah oui, Je vais ma être caméra est faible à ce point-là. je vais être un peu perdu, je vais être un peu perdu sans te voir. Non, mais c'est pas grave, tu partages ton écran donc. C'est peut-être une config. Tu sais, moi je te vois en bas. J'ai nos deux. Ah, tu utilises pas le bon navigateur. Ça me dit la qualité de vidéo de Cédric est faible car l'utilisateur n'utilise pas le bon navigateur. Ah, T'aurais pu je éviter sais de te pas si tromper de navigateur. je sais pas si c'est une bonne idée de changer maintenant, mais bon, on va faire avec, Ouais. je pense. Bon, vas-y, bah, Est-ce qu'on on peut me voit? commencer, je pense, hein. Ouais, bon, ben, voilà. Donc si C'est on me voit, c'est le politique, tout à principal. fait. Tout à fait d'accord, Baptiste. Oui, oui, oui. Je vois que je suis censuré, c'est ça. Bon, vas-y, bah, commençons et puis on va être rejoint, je pense, en cours de route. Ça va faire venir les prochains. Ouais. Bah écoute, c'est parti, hein. Bienvenue à cette introduction de Bubble. Donc Joseph, Fiel et moi-même, du coup, on va être vos animateurs pour cette session, hein. Merci de m'accueillir d'ailleurs chez Comet pour ce Comet Tech Talk. Donc c'est avec grand plaisir que je vais essayer d'animer ça avec toi, Joseph. Donc qu'est-ce qu'on va voir là ce midi? Hop là. L'idée, donc c'est qu'on va introduire un petit peu tout ça. Donc euh, présenter rapidement un petit historique, et puis rentrer direct dans le vif du sujet ensuite. Donc avoir une petite présentation de l'interface de Bubble, voir comment ça se présente. Et puis bien évidemment, l'idée c'est d'essayer de faire une petite démo en live, donc d'essayer de créer une première app. Et puis finalement, terminer sur un échange, hein, question-réponse. Donc Livestorm va nous permettre effectivement de pouvoir poser des questions au fil de l'eau. Donc vous avez le petit onglet sur le côté, donc vous allez pouvoir préciser vos questions au fil de l'eau, même si l'idée c'est plutôt qu'on y réponde à la fin. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça au fur et à mesure, et puis à voter éventuellement s'il y a des choses que vous voulez qu'on réponde en priorité. Puis on se fera un plaisir de répondre à ça à la fin, et puis d'échanger peut-être un peu plus librement. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Donc je te propose, Joseph, de te présenter. Photo prise jeudi dernier, donc attention, c'est de la fraîcheur là. C'est Euh, eh bien, je suis Joseph, donc comme c'est marqué, je suis product manager chez Comet aujourd'hui. Je fais aussi partie des cofondateurs historiques et c'est surtout en cette qualité-là que je suis présent aujourd'hui. Parce que quand on a créé ou on a commencé à fonder ce qui s'appelait Skilly à l'époque, qui est devenu Comet en cours de route, ça s'est fait sur Bubble. J'ai utilisé Bubble pour faire les premières versions de l'application. Et j'ai eu une histoire assez passionnée avec Bubble pendant 1 an et demi. Et voilà, j'ai été contacté pour participer dans cette qualité-là. Voilà, sinon pour en parler plus sur moi, je suis juste
dans le produit depuis cette époque-là. Aujourd'hui, je suis product manager, je construis plus d'applications en utilisant le no-code, mais je regrette parfois cette époque, parce que je suis plutôt dans la coordination d'équipes tech, de développeurs pour le coup, et je le fais chez Comet depuis, je suis retourné, donc il y a eu un trou dans le CV, comme on dit. L'histoire avec Comet a été une espèce de, a eu des rebonds, disons, et j'ai quitté Comet après 1 an et demi après le seed pour revenir ensuite, d'abord en tant que freelance, et ensuite j'ai réintégré l'équipe produit pour en prendre la tête là depuis il y a un peu plus d'1 an maintenant. Voilà. Merci, merci. Donc pour me présenter rapidement, donc Cédric, du coup pour ma part, juste pour le petit historique, moi, je suis un ingé informatique de formation, même si j'ai jamais été très passionné par la tech, plutôt par le monde du numérique d'une façon générale. Je dis ça pourquoi? Ben, parce qu'effectivement pour faire la transition avec le no-code, mais même du coup j'ai tout de suite enchaîné sur une école de commerce, enfin, après l'école d'ingé, et donc j'ai travaillé dans tout ce qui est management de l'innovation de la technologie, donc ce qui m'a mené vers des métiers tels que le financement de l'innovation. J'ai travaillé aussi à l'accompagnement de porteurs de projets de création de start-up. Et puis j'ai cofondé aussi 2 start-up. Voilà. Et donc j'avais cette volonté de revenir bah voilà, vers des projets start-up et de créer des produits à cet effet. Et voilà, comme je le disais, le fait que je ne suis pas très fan de technique, donc j'étais un peu limité dans le fait de pouvoir bah, assez rapidement tester les idées que j'avais, de faire des premières versions de produits et les mettre sur le marché. Et c'est un peu comme ça que j'ai découvert le mouvement no code. Donc là, c'était il y a environ 2 ans. Donc j'ai remis un petit peu le nez là-dedans et j'ai redécouvert qu'il y avait un écosystème qui était en train de bouillonner. Donc voilà, depuis, j'ai quitté le job que j'avais à l'époque pour me remettre un peu plus particulièrement là-dessus. Donc je me suis formé à plusieurs outils. Et puis voilà, depuis l'année dernière, notamment, je suis freelance sur Bubble. Et ben voilà, ce qui fait le lien avec aujourd'hui. Donc vous faire une petite intro. Déjà de démarrer par une petite intro no code. Hein, parce qu'on a placé ça aussi sous le signe du no-code aujourd'hui. Donc effectivement, voilà, je disais qu'il y a un petit peu un renouveau récemment avec des outils tels que Webflow, Zapier, Airtable, Make, Notion, Adalo. Enfin, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais voilà, c'est un certain nombre d'outils qu'on cite dans la communauté et qui sont effectivement en train de prendre pas mal d'ampleur depuis quelques années. Hein. Ça fait grosso modo à peu près 3 ans. Vraiment, il y a encore un mouvement qui s'est vraiment accéléré, 2, 3 ans. Mais c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps, finalement, hein, parce que voilà, hein, certains d'entre vous connaissent peut-être Dreamweaver, voilà, pour faire des apps en PHP, en drag and drop à l'époque, ou tout simplement WordPress, hein, qui est quand même le leader mondial pour faire des sites web aujourd'hui, hein, de très largement, hein, plus de la moitié, ça c'est certain, donc qui s'apparente aussi à du no-code. Hein. Et donc voilà, donc le no-code est présent et avec vraiment une nouvelle accélération avec plein d'outils qui sortent récemment. On peut les utiliser, ce no-code. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de faire un trait d'union avec la présentation, c'est notamment tester un nouveau produit. Donc j'ai voulu préciser en interne ou en externe, c'est-à-dire en interne, c'est-à-dire pour les utilisateurs internes au niveau de l'entreprise, voilà, pour des sous-groupes, par exemple des divisions de l'entreprise, on va pouvoir leur lancer voilà, des petites choses pour qu'ils puissent, pour pouvoir faciliter leur travail, notamment. Donc automatiser certaines choses, par exemple, ou de l'externe, ça c'est évidemment ce à quoi on pense le plus facilement, donc c'est-à-dire par rapport à ses clients, de leur proposer de nouveaux outils. Et j'ai voulu aussi préciser que, bien évidemment, on pense nécessairement aux startups quand on crée de nouveaux produits, voilà, mais ça peut également s'apparenter dans des grands groupes. Donc, comme je disais, que ce soit pour l'interne ou l'externe, quand on veut tester quelque chose, de pouvoir rapidement le faire et rapidement avoir un résultat qui sera montrable, utilisable, justement par des utilisateurs et avoir un retour, un feedback vraiment très rapide pour pouvoir itérer et améliorer par la suite. Donc ça, c'est à mon sens un des gros avantages du no-code, mais aussi pour la prod, hein. C'est vrai que j'ai précisé, mais voilà, avec effectivement cet essor-là, ces outils-là prennent vraiment de l'ampleur et voilà, commencent à devenir vraiment solides, et c'est des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour scaler, hein.
vont passer à l'échelle. Donc elle supporte très bien ça, même si, bien évidemment, il peut y avoir des limites, notamment en termes de performance, et il peut y avoir voilà, un switch vers du code, ça n'empêche pas. Euh, et finalement, pour moi, une des utilisations aussi qui est vraiment importante dans le no-code aujourd'hui, c'est l'utilisation pour automatiser des processus. Donc là, pareil, que ce soit l'interne ou de l'externe. Voilà, même si c'est principalement sur de l'interne là, auquel je pense, enfin, c'est notamment tout ce qui va concerner les PME, de pouvoir se libérer de tâches quotidiennes chronophages et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Voilà, d'envoyer des mails de relance, d'envoyer des choses à la signature électronique, voilà, ce genre d'événement-là, de pouvoir l'automatiser et se libérer de ça en faisant un clic, par exemple, sur un bouton. Et puis l'externe, c'est par exemple proposer ce type de service-là directement sous la forme de logiciels en SaaS. Voilà, donc c'est les principales utilisations que je vois pour le no-code aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vécu C'est ce vachement genre de intéressant, truc. Cédric. Ouais, je me disais justement que j'allais te demander là. On parle des utilisations, c'est les utilisations actuelles, hein. Clairement, aujourd'hui, tout le monde utilise Bubble pour du MVP ou en tout cas, ou des petites apps qui ne nécessitent pas de scaling. Enfin, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est un petit peu c'est un des points qui est souvent soulevé sur le no-code et Bubble en particulier, et une question qu'on me pose beaucoup. Et je me demande ce que tu penses de ce sujet-là. Est-ce que c'est voué à rester comme ça, c'est-à-dire le no-code, en fait, c'est un truc qui vient en parallèle de la construction d'applications traditionnelles. Ce que j'entends, c'est une équipe tech avec une infrastructure qui est custom pour l'entreprise, ou est-ce que finalement c'est la prochaine étape de ce qui, parce qu'on est quand même dans un processus d'automatisation. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans la construction d'une application qui aujourd'hui sont externalisées Mhm. au point qu'on arrive au stade, et c'est ce que j'avais pas mal lu et ce que j'ai clairement ressenti quand je créais Bubble, quand je créais le Bubble Comet, c'était l'idée que tu te concentres, tu laisses de côté tout ce qui est de l'ordre de l'infrastructure pour te concentrer uniquement sur ce qui fait la particularité de ton app ou de ta web app au niveau métier, quoi. Tu vois, l'espèce de l'étape d'après, et du coup, ben, considérer qu'en fait, on est sur le bubble actuellement, c'est les balbutiements de ce que sera demain l'outil par défaut. Comme aujourd'hui, tu construis une app Rails, tu fais un petit Rails new et tu as une application de zéro. Bon, après, c'est limité, c'est du MVC et c'est un modèle un peu spécifique, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont prises en charge et qui sont de plus en plus accessibles pour les gens aujourd'hui, quoi. Je me demandais, Ouais, c'est quoi ouais. ton avis sur ce sujet-là? Bah, après, enfin, moi j'ai peut-être quelques éléments, en tout cas, de réflexion sur ce sujet-là. Pour moi, il y a différents cas, effectivement. Enfin, je suis d'accord avec toi que ça va permettre effectivement voilà, enfin, en tout cas, de ne pas s'inquiéter de toute la partie infrastructure derrière et puis de se concentrer sur la partie métier, vraiment ce qui fait la valeur ajoutée finalement de toutes ces applications-là et de pouvoir rapidement en retirer de la valeur. Et puis notamment, enfin, je pense plus particulièrement, comme je disais, aux PME, notamment qui n'ont pas voilà, des moyens à dédier à tout ça et qui ont besoin de résultats assez rapides, voilà, d'un retour sur investissement rapide. Et je pense que c'est ce que permet le no-code actuellement. Et puis, l'avantage, c'est qu'ils vont aussi finalement pouvoir prendre en main ces outils-là. Bon, ça va dépendre des outils qui sont plus ou moins complexes, mais il y en a certains, ils vont pas assez facilement pouvoir se l'approprier et eux-mêmes faire des modifications. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment apporter énormément sur ce type voilà, sur ce type de pro, entre guillemets. Et sur les grands groupes ou enfin, sur des sociétés plus établies ou qui ont peut-être une certaine sensibilité aussi, notamment quand on va parler de données. On va plutôt vouloir rester sur du on-premise ou sur la maîtrise voilà, de cette infrastructure-là. Donc, je parle des données, mais effectivement, voilà, de l'ensemble de l'application. Et puis là, c'est peut-être un peu différent. Encore que, c'est pas les outils que j'ai cités, mais il commence à y avoir des versions de ces outils-là qui sont open source et donc potentiellement voilà, installables sur une infrastructure interne. Ok, Voilà, même si elles très sont cool. bien évidemment pas encore aussi matures encore à mon sens, même s'il y en a quelques-unes qui commencent à bien émerger. Donc voilà, enfin en tout cas quelques éléments de réponse par rapport
à ta réflexion. Si je continue, du coup, je switch un petit peu plus particulièrement sur Bubble. Donc, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, quelques éléments. Donc, Bubble, ça a été fondé en 2012 par Emmanuel Strachnoff et par Joshua Haas, donc à New York. Même si son nom ne l'indique pas, donc Emmanuel est français, notamment. Donc, voilà, il participe assez régulièrement aussi à la communauté française. Donc c'est un outil qui est pas très récent, une dizaine d'années, hein, mais comme je disais, avec vraiment une accélération ces 2, 3 dernières années, même si toi, on va voir ton expérience est déjà bien plus ancienne aussi. Et avec voilà l'accélération qui est liée, hein, donc ils ont eu une levée de fonds en 2018 et puis surtout une dernière grosse l'an dernier, 200 millions, donc qui montre justement cette accélération et cet engouement voilà, pour le no-code qui est récent. Et voilà, une autre petite métrique donc, qui situe un petit peu tout ça, c'est qu'il y a plus d'1,6 million d'utilisateurs, enfin en tout cas enregistrés sur Bubble. Je ne sais pas à quel point ils sont actifs, mais enfin, ça démontre quand même voilà, une belle taille de communauté euh, qui commence à être vraiment pertinente, quoi. Et Mhm. pour C'est faire stylé. un petit peu la transition, je vais te repasser un petit peu la parole avant Ouais. ton expérience, Joseph. Donc j'ai pris un screenshot, donc ça c'est un screenshot de Ouais. la page d'accueil de Bubble, et on voit encore très clairement cité Comet, et sa fameuse levée de fonds de 13 millions il y a maintenant quelques temps, mais voilà, enfin, pour Bubble, c'est encore un exemple qui est mis en avant, Comet, d'application qui a démarré sur Bubble, et que Bubble a permis justement de scaler, enfin en tout cas de passer à l'échelle, enfin d'avoir une première version testée, et puis de lever des fonds pour aller un peu plus loin. Donc, est-ce que tu Ouais, peux nous en totalement. dire plus justement de ce contexte? Comment ça s'est passé, l'utilisation de Bubble chez Comet? Alors, ça, bon, en réalité, on est sur la page. D'ailleurs, c'est assez drôle qu'on soit aujourd'hui encore sur la page d'accueil de Bubble. Ça fait quand même un petit moment qu'on a switché vers du custom. Aujourd'hui, il y a plus rien d'ailleurs qui est sur Bubble de Comet. Et d'ailleurs, je pense que bon, alors ils ont dû gérer un peu leur truc, mais je pense que Comet s'est jamais appelé Comet sur Bubble. C'est-à-dire on avait switché avant de s'appeler Comet. On s'appelait encore Skilly à l'époque. Bon, c'est bien, ils ont mis à jour le logo. Non, non, mais l'histoire, elle a commencé quand on était trois. Et je me souviens encore aujourd'hui du jour où j'ai découvert Bubble. On était trois dans un salon chez Valentin à l'époque. On se réunissait après le taf parce qu'on avait tous les trois des jobs actifs. On était en CDI, eux dans le conseil. Moi, j'étais ingénieur dans une usine. Je bossais à Gennevilliers et on se réunissait tous les soirs pour un peu planifier ce qu'allait être Skilly. On créait le board pour aller le présenter à l'époque chez The Family, l'accélérateur parisien. L'objectif numéro un, c'était clairement de faire partie de The Family pour monter. Oussama Hamar, à l'époque, enfin, c'est encore aujourd'hui, et je pense pour pas mal de gens, un gourou niveau startup parisien. Puis faire partie de The Family, c'était énorme. Et en fait, on commençait au départ, je pense un peu comme énormément de gens, avec juste un pitch deck, l'idée d'aller pouvoir expliquer notre idée et d'espérer associer des gens en cours de route pour derrière créer une application. Et on s'est vite rendu compte, d'ailleurs on s'est fait recaler une première fois chez The Family parce que en fait c'était juste du vent, il n'y avait que un pitch deck, il n'y avait rien, quoi. Et donc est arrivé assez vite l'idée qu'il fallait qu'on ait quelque chose de concret à montrer et au-delà de juste des slides, quoi, concrètement. Et donc, on s'était dit, bah, il faut qu'on trouve un moyen de prototyper quelque chose, qu'on leur montre quelque chose de concret devant, sur le deuxième meeting, quoi. Et donc, Charles m'a parlé ce jour-là, il m'a parlé de Bubble, il m'a dit, écoute, j'ai vu un article sur un truc, Bubble, apparemment c'est un truc no-code, je sais que tu kiffes. Et c'était vrai, à l'époque, je kiffais déjà construire des trucs, mais ça n'a jamais été du web. J'avais jamais fait de web de ma vie. Je pâlissais à chaque fois que si quand j'étais au collège, je faisais un petit clic droit, voir le code source de la page, et j'étais tout fou de voir du HTML. Mais en vrai, franchement, j'avais jamais rien fait de web. Et donc au début, j'y allais vraiment très hésitant, en me disant, bah, ça va être un truc, il va falloir que je révolutionne ma manière de voir les choses. Et cette histoire, elle a commencé, mais je pense que c'est très lié
l'époque dans laquelle j'étais dans ma vie et l'interface de Bubble, mais ça a commencé avec une douceur qui était assez incroyable en vrai. Parce que j'ai pris le temps de le faire malgré le rush qu'on avait. Mais j'avais une espèce de passion d'aller montrer ce qu'on avait en tête. À l'époque, c'était ça. C'était on a un truc en tête qui est ouf, on a été leur dire et ils l'ont pas vu. On leur a dit ce qu'on voyait et ils n'ont pas capté la valeur. Ils ont pas. Et du coup, j'avais cette espèce de fougue vraiment de dire il faut que je réussisse à leur montrer. Et j'ai suivi à l'époque le didacticiel d'arriver dans Bubble. J'avais commencé à regarder. Il y avait des fausses applications. Je crois que c'est peut-être encore le cas d'ailleurs, mais ils donnaient accès un peu à la Google Analytics. Là, je suis en train de me former là-dessus. Tu as accès à toute une fausse app avec des faux workflows pour voir comment ça marche, comment ça fonctionne derrière, quoi. Et j'avais fait une version mais ultra pourrie, vraiment, mais vraiment d'une nullité absolue du premier prototype. Et puis, c'était le début d'une histoire qui a duré 1 an et demi, qui était très intense parce que bah, du coup, le jour où j'ai mis les mains dans Bubble, je suis devenu officiellement le CPO Comet. Ça y est, j'étais le CPO Skilly et j'étais le dédié à l'application. Il n'y avait plus d'histoire de on va s'associer avec des gens, machin. Non, c'était moi. J'étais devenu officiellement le CPO de Skilly et j'allais développer l'application. Et donc après, bah, ça a donné lieu à. On a eu l'occasion du coup de rentrer chez The Family. Ça a plu, alors de manière assez étonnante. Mon truc tout pourri, vraiment, tu cliquais sur un bouton pour dire je cherche un freelance et tu remplissais 2-3 champs et puis tu cliquais sur valider. C'était vraiment un truc, mais nul. Un prototype, quoi. Aujourd'hui, tu fais mieux avec un proto Figma en 2 clics, tu fais mieux que ça, quoi. Et pourtant, ça avait plu, ça nous a fait rentrer chez The Family. Je pense qu'il n'y avait pas que ça, hein. Clairement, on avait aussi pas mal. Je sais que Charles avait pas mal pensé son pitch deck aussi. On avait focus pas mal les idées et tout, mais ça nous a quand même permis de rentrer chez TF. Et à l'époque, il y avait très peu de gens qui utilisaient Bubble. J'étais assez étonné. Alors que ça grouillait de start-upers dans ce truc-là. Il y avait énormément d'entrepreneurs. Bah, j'avais assez peu d'homologues avec qui échanger sur Bubble. J'étais un peu un espèce d'ovni dans ce truc. Le seul qui, sans avoir aucune connaissance web, était CPO de sa boîte. Tu vois, on n'avait pas de CTO, on n'avait rien, on n'avait pas de dev. Et pourtant, moi, je kiffais parce que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois qu'on a compris le fonctionnement, tu crées tes designs. Tu vas nous montrer tout à l'heure comment ça marche, mais c'est d'une simplicité quasi enfantine, sauf la partie workflows, pour le coup, qui, pour moi, ça a été quand même pas compliqué, mais c'était un challenge intellectuel, disons. Je pense que, heureusement que j'avais eu des cours d'algorithmie en école d'ingé, parce que là-bas, je suis ingénieur aéronautique et spatial, hein, je ne suis pas ingénieur informatique. Et donc, heureusement que j'avais ces cours-là, j'ai eu cette intro. Et derrière, bah, après, on a déroulé, en fait. On a fait une première version. On avait de nouvelles features qui débarquaient sur Bubble. Donc, je découvrais, moi, en fait, dans ma montée en compétence, je découvrais une fonctionnalité qui remettait en question toute l'application depuis le début, tout ce que j'avais fait. Et donc, je passais des nuits entières, mais c'était passionnel au sens où ma famille, il y a des jours, ils se demandaient ce que je faisais, quoi. Genre, je passais des nuits entières à boire du café, à fumer des clopes. À l'époque, je fumais clope sur clope en faisant mon truc. Et parce qu'on n'avait pas le temps, le projet partait tellement vite que tu n'avais pas le temps de passer du temps à refaire l'application. Donc, il fallait que je le fasse sur du temps off. Donc, j'avais une version qui tournait en live et qui prenait des retours. Et moi, je cumulais tous les retours. Et au lieu de les mettre de manière assez agile dans l'application pour améliorer le truc, je refondais toute l'application en scred de la nuit. Et je débarquais le lendemain matin en disant j'ai mis en live un truc. Et donc, c'était très cool. C'était toujours les balbutiements, hein. Il n'y a jamais eu un moment où ils étaient tous là. Putain, c'est génial. Mais ça marchait bien, quoi. C'était vraiment une histoire super intéressante. Et j'ai adoré. Moi, j'ai adoré construire ce truc-là. À la fin, j'avais clairement pris mes marques. J'ai gagné confiance dans mes compétences. Je commençais à tomber dans des trucs où il fallait trouver ce moment, tu sais, quand tu montes en compétence, je pense que tu l'as clairement, tu dois être en train de l'atteindre ou tu l'as atteint, mais c'est ce côté où tu connais la solution, tu connais ses limites. Donc, tu es carrément déjà en train de réfléchir à, OK, je sais qu'en fait, ça, Bubble ne peut pas le faire en l'état, mais je peux trouver un truc pour essayer par un Zapier, par un truc, machin. Et puis, et donc, c'était passionnant, quoi. Genre, j'avais adoré ça. Donc, ouais, l'histoire très folle. C'est ça. Comment? Je disais l'état de flow où tu es vraiment voilà, à fond dedans.
Ah, c'est ça, exactement. Tu surfes sur le truc, quoi. Et voilà. Et Donc tu d'ailleurs, les pour as la fait petite itérer, c'est anecdote, ça? tu T'avais quand parlais même de. fait, ce que tu as commencé à dire, tu as fait plusieurs versions Ouais. Ah ouais, ouais, de je l'app sur l'avais. Bubble. Ah ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo pour les membres de l'équipe Skilly à l'époque. Quand j'ai Mhm, quitté Comet, j'ai quitté Comet en très bonne entente avec tout le monde, hein, c'était pas du tout. Mais disons que pour la faire courte, j'étais arrivé un peu à ma limite, on avait levé des fonds et on avait officiellement décidé d'arrêter le code pour partir sur une app custom. Donc on en rediscutera, mais voilà, mhm, on avait pris une décision. Et clairement, moi, le web, à partir du moment où tu quittes le petit environnement dans lequel j'ai appris à naviguer depuis 1 an et demi et que tu me mets dans le grand bain, entre guillemets, ou en tout cas dans le bain de il n'y a plus rien qui est fait pour toi, maintenant il va falloir expliquer à des développeurs comment faire ce que tu as fait toi sur Bubble, mhm. ce dont j'avais assez peu d'idées. Bah, c'est devenu compliqué et je suis clairement arrivé à un moment où je ralentissais le projet et j'y trouvais plus de plaisir, clairement. Ouais. J'étais dans un complexe de l'imposteur permanent, j'étais anxieux parce que d'un coup, les investisseurs, ils veulent plus voir ton bubble, ils veulent voir une roadmap, Mhm. ils veulent te voir l'idée, le développement du projet, ce que je savais pas faire à l'époque du tout. Ce que d'ailleurs, je suis très content de toucher du doigt aujourd'hui, mais voilà, donc c'était très très cool. Et ce que j'allais dire, c'est pour la petite anecdote, tu parlais d'Emmanuel tout à l'heure. Mhm. J'étais persuadé à l'époque d'avoir une relation particulière avec Emmanuel parce que j'étais un newbie total des startups et je recevais les newsletters ou les petits mails d'information signé Emmanuel. Et j'étais persuadé que c'était en mode, vas-y, toi et moi, on se comprend. Bah, j'étais pas à ce point-là, mais enfin, j'avais cette espèce de proximité avec Un petit Emmanuel qui message était perso. assez amusante. Voilà. Et ouais, bah ouais, effectivement. Et puis, enfin, enfin, c'est marrant comme retour. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement, enfin, je sais pas si tu as voilà, des insights, mais du passage de ce bubble, tu as commencé un petit peu, mais à la partie custom justement. Ah ouais, ouais, Comment ouais, ça s'est complètement. passé, ton retour Ah, là-dessus? ça s'est passé dans le sang et les larmes, hein. Ouais. En vrai, ça a été très dur parce que Bubble, c'est ce que je dis. Bubble, d'ailleurs, c'est marrant que ça s'appelle Bubble parce que ça m'a mis dans une petite bulle, clairement. Genre, j'étais dans mon petit environnement, je commençais à vraiment maîtriser ce que je disais. Puis, même si tu maîtrises, tu sais toujours pas exactement comment tu maîtrises ton modèle de données, tu maîtrises euh, le modèle de données idéal pour Bubble dans l'état des choses, mais tu maîtrises pas le modèle de données idéal pour une autre architecture de données, pour sur une autre stack technique. Tu maîtrises pas ça, tu sais pas exactement comment ça marche. Et donc, comme je sais pas parler le langage tech, Mhm. les débuts sont très compliqués parce qu'on m'explique qu'en fait, au tout départ, si je me dis c'est très simple. En fait, au tout départ, je plane un petit peu, puis je dis bah c'est simple, les gars. En gros, essayez de me rattraper maintenant. Genre, j'ai créé le prototype. Là, je suis déjà en train de le faire tous les jours au quotidien. J'ai des retours. Je modifie le bubble, je l'améliore, je change des choses. Et en gros, je dis, bah voilà, considérez que ça, c'est votre cahier des charges. En fait, mieux qu'un cahier des charges, vous avez une Mhm. application, littéralement. Genre, je partais sur ce principe-là en disant, bah, on a embauché 2 devs freelance, et qui d'ailleurs nous coûtait un bras à l'époque. C'était un truc c'était vraiment l'entrée dans le vrai monde, quoi. On partait d'un Mhm. Bubble, je crois, on était sur la version gratuite, et nous, on se payait pas. Et d'un coup, il fallait Mhm. payer 2 gars 600 balles le jour. Mhm. Et moi, dans ma tête, c'était des experts, tu vois. Enfin, ils se vendaient comme Mhm. experts et je pense ils étaient bons dans ce qu'ils faisaient, mais ils étaient pas, ils n'avaient pas compris mon app. Et donc, je leur montrais mon bubble. Je leur disais, bah, considérez que ça, vous avez accès aux workflows. Je vous donne l'accès à tout, hein. C'est pas juste l'application. C'est vous avez accès aux workflows. Donc, dans les workflows, tu nous montreras tout à l'heure, mais tu mets les Mhm. conditions, tu mets énormément de choses. Normalement, peut-être que je suis tombé sur les mauvais, hein, c'est possible. Je le saurais peut-être jamais, mais en tout cas, ça leur suffisait pas. Il leur fallait D'accord. plus d'infos, plus de specs, des choses que j'étais pas capable de fournir à l'époque. Mhm. Mhm. Une priorisation des données, machin. Et en plus de ça, donc ils étaient dans un flou artistique assez génial sur les spécifications de ce qu'on leur demandait de faire en fait. Je pense qu'ils en ont peut-être un peu profité, je sais pas. En tout cas, on ne saura jamais vraiment. Et derrière, il y a la pression, quoi. Parce que d'un coup, en fait, on Mhm. avait levé des fonds à l'époque. On n'était plus. Il fallait qu'on avance vite. Tu vois, on était plus dans le petit projet qui pourrait éventuellement fonctionner. On vient de lever 1 million d'euros, 1,5 million d'euros. C'est plus d'argent que j'en avais jamais vu de ma vie. C'est d'un coup une pression énorme qui apparaît sur toi. Mhm. Et on t'explique qu'en fait, comme
Le pourquoi on a fait ça, c'est parce que Skilly, c'est une marketplace au départ. Skilly, c'était Oui. ça. C'était une marketplace. C'était des freelances d'un côté, des clients de l'autre, et un algorithme de matching super intelligent qui te permet d'avoir un modèle scalable. Et c'était, du coup, l'asset informatique. L'idée de l'application, c'était un asset. C'était l'asset principal, en fait. Et donc, Oui. décision avait été prise avec les investisseurs, le board et nous, les fondateurs. On avait dit, bah, en fait, on peut pas se permettre d'avoir un asset externalisé sur Mhm. Bubble. Sinon, en Mhm. fait, on possède rien. Et donc, on peut pas valoriser quoi que ce soit. C'était un peu l'idée. Donc, c'est ce qui avait lancé ce truc-là. Et c'est vrai que ça s'est fait avec beaucoup de difficultés. C'est ce qui d'ailleurs a fait que finalement, j'ai décidé de. J'ai dit, OK, moi, je limite tout, les gars. Je vous laisse avancer. Partez sans moi. Et de manière assez amusante, derrière, je me suis formé sur le produit. Fort de cette frustration, j'avais quand même découvert ma passion, ce qui fait mon boulot aujourd'hui, Oui. ce qui fait mon quotidien, c'est-à-dire le produit. J'ai découvert ça et fort de ça, bah, j'ai quand même pendant les 3 ans où j'étais pas là chez Comet, je me suis formé, j'ai fait le wagon, j'ai appris à coder, bon, en version en Ruby on Rails, hein, donc c'est pas du, mais j'ai appris HTML, CSS, JavaScript. Je sais maintenant construire une app, je sais, et je l'ai fait pour des petites startups d'ailleurs. J'ai construit des Mhm. MVP à droite à gauche. Trop Et bien. avec cette passion, quoi, une espèce de kiff de lier business avec une concrétisation technologique, tu vois. Ouais, c'est ce que permet le Voilà. no-code, hein. Ouais, effectivement. Et donc, enfin, moi, ce que j'entends de ton expérience, c'est en fait, enfin, quand tu as parlé de sang et des larmes, des sangs et des larmes, finalement, c'est plus dans ton expérience de CPO, quoi, enfin, de produit, finalement, Ah ouais, complètement. où c'est vraiment où t'as galéré plus que. Enfin, je sais pas quels sont le profil forcément des personnes qui sont là avec nous aujourd'hui ou qui regarderont par la suite, mais alors, c'est pas tant d'un point de vue technique en tant que tel, de Ah se non. dire, bah, de passer, voilà, de cet outil no-code-là à du code custom, plus que de devoir, comme tu dis, voilà, définir la roadmap, bien définir les priorités, enfin, ce que tu Ah avais ouais, fait ouais, non, tout à fait. intuitivement à l'intérieur de l'outil, de pouvoir le spécifier pour que quelqu'un d'autre le code, quoi. Ah ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, je veux pas m'éterniser là-dessus parce qu'en plus je vois qu'on est à la moitié de l'événement, hein, donc il faut. Mais l'idée c'est pas du tout une limitation technique effectivement. C'était très personnel effectivement parce que encore aujourd'hui d'ailleurs, je discutais avec Guillaume, développeur de l'équipe Comet, qui Mhm. disait son cousin, il est développeur, hein, le gars, donc il est quand même, tu vois, dev spécialisé back-end, mais il a quand même un certain nombre d'années d'XP, tu vois. Et Mhm. il conseillait à son cousin qui voulait monter une boîte de clairement partir sur un bubble. Il lui a dit, Mhm. tu vois, ça fait complètement sens dans ce que tu disais tout à l'heure, l'utilisation MVP. Même si tu sais coder, le coût de construire une application, si tu sais pas faire un truc simple sans passer par une architecture complexe avec mise en place tu vois, tout un truc d'intégration continue, tout ça, bah, le Bubble, c'est une solution géniale. C'est une solution Mhm. géniale parce que tu valides un modèle. Et ça, pour le Eh coup, oui. je peux que le conseiller à tous les entrepreneurs, tous les mecs qui veulent se lancer, qui maîtrisent ou pas le code. Euh, bah je pense que les gens sont conscients de ça. Il y a vraiment ce truc. Il y a Mhm. énormément de gens qui viennent me voir, ne serait-ce parce que j'ai ce truc Bubble dans mon histoire. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent me voir en disant j'ai une idée. Comment je fais pour concrétiser l'idée? Mhm. J'emprunte 50 000 balles pour essayer de trouver. Non, 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 non. Tu crées un compte gratuit sur Bubble et tu prends, tu vois, tu vas parler à Cédric et tu lui demandes, et tu regardes comment il fait, tu vois, c'est très simple. Et Ouais, je sinon, comprends. sinon t'en parles à mon pote Emmanuel. Il va t'accompagner. Voilà. Non, mais Euh, je suis complètement d'accord. Eh ben, écoute, belle transition, hein. Je pense que j'ai montré un petit peu tout ça, mais oui, enfin, et puis juste aussi pour faire un peu plus de transition, enfin, je pense que l'avantage de Bubble, c'est que c'est aussi modulaire, enfin, c'est-à-dire le back, le front, enfin, entre autres, tu peux séparer Ouais. les choses, et justement, ça te permet aussi de, si tu as besoin de faire une transition vers du custom derrière, de pouvoir faire la transition en douceur, partie par partie, module par module, donc de pas faire ça forcément tout d'un seul coup et d'y aller au fur et à mesure. Donc ouais, effectivement, bah, écoute, merci beaucoup pour ton retour. Avec plaisir. Et sans tarder, voilà, je vais vous présenter donc effectivement leur passe. Ben ouais, comme tu dis, il fallait un cas et j'ai pris un cas de dev classique, hein, tu sais, une liste de films à mater, donc on va essayer de faire ça, voilà, assez rapidement. Un exemple qu'on aime facilement chez des devs. Ouais. Donc,
L'interface, donc là je suis connecté avec mon propre compte chez Bubble, donc voilà, assez facilement avec mes dernières apps. Donc l'idée, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais euh, de créer une app, hein. Donc je sais pas si vous voyez toujours bien mon écran, impeccable. Donc là, bon, je vais pas mettre. Là, c'est effectivement voilà, Bubble qui nous pose des questions pour savoir pourquoi on crée cette app. Donc, je réponds un petit peu au hasard, mais l'idée c'est plutôt de vous montrer ce qui se passe derrière. Donc Donc là, tu pars de zéro, mais tu peux carrément utiliser des templates. voilà, tout à Des fait. Oui, templates j'ai pas montré qu'effectivement, voilà, il y avait, tu pouvais partir d'un template dans l'interface de création. Tu avais une liste Mhm. avec des templates existants. Tu as une marketplace de templates. Voilà, Ok. tu peux en acheter, mais là, l'idée c'est de partir from scratch et de vous montrer un peu ce qu'on fait. Même si c'est from scratch, il y a une sorte de template bubble qui est prédéterminé, donc avec un petit peu un assistant, voilà, pour te guider au démarrage d'une application. Donc c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, voilà, effectivement, elle est toujours là. Donc moi, C'est l'idée, cool. c'est quand même de partir d'une page blanche pour vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire, mais vous avez ça si vous démarrez from scratch dans Bubble. Donc là, on arrive. Pour vous présenter rapidement l'interface, enfin, n'hésite pas aussi si tu as des questions ou tu veux compléter, Joseph, au fur et à mesure, hein. Donc, on va avoir la principale barre d'outils à gauche et l'espace où on va pouvoir designer notre produit là en centrale. Et puis la petite barre du haut. Donc, je vais vous présenter ces éléments-là. Donc, sur la partie design, dans la petite démo, je vais vous montrer ça. La partie design, workflow et data, donc je ne vais pas m'éterniser à ce moment-là. Donc, juste pour vous dire qu'on peut aussi euh, gérer tout ce qui est style à l'intérieur de Bubble. Donc, c'est les différents styles qu'on va pouvoir réutiliser et donc personnaliser une seule fois à travers cette interface-là. Donc il y a différents styles pour des éléments graphiques, donc des groupes, des icônes. Voilà, chacun de nos éléments graphiques, on va pouvoir les styliser et créer les styles et les gérer ici. Donc on va pouvoir installer des plugins. Là pareil, je vais vous faire une petite démo où vous installez un plugin et vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici on va pouvoir trouver, connecter notre app à plein de choses, hein, avec voilà, on a cité Airtable tout à l'heure, avec du Stripe par exemple pour faire du paiement en ligne. Enfin, il y a un certain nombre de plugins qui sont prédéterminés. Et là pareil, comme pour les templates, on va avoir une marketplace de plugins où certains seront gratuits et d'autres seront payants. On va pouvoir s'abonner, par exemple, et on va avoir comme ça accès à un certain nombre de plugins qui vont permettre d'étendre les fonctionnalités qui sont déjà présentes de base en Bubble, mais quasiment quelque part, et de s'interconnecter avec tout type d'outils. On a ensuite les settings. Donc les settings, là, on a l'interface sur le premier qui est les app plans, les app plans. Donc on va avoir les différents modes les différents plans, le différent pricing qu'on va retrouver chez Bubble. Donc voilà, peut-être je vous laisse découvrir sur la page d'accueil de Bubble, mais rapidement, donc effectivement il y a le compte gratuit. Donc il y a une des limitations, à mon sens, la principale limitation, c'est notamment l'accès à des API et à toute la partie back-end qu'on va pas pouvoir avoir, et puis bien évidemment en termes de stockage ou ce genre de choses-là, mais voilà, donc c'est des choses qui vont être limitées. Et puis également en termes de nombre de data qu'on va pouvoir stocker. Et puis on va avoir des plans personnels, professionnels, production. Donc là, pareil, avec des différentes limites qui vont augmenter. Et puis un plan agence. Donc voilà, comme moi, on crée des apps pour d'autres. Donc c'est un plan qui permet notamment de tester gratuitement toutes les plugins, même s'ils sont payants, par exemple. Et puis d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités de Bubble. Donc voilà rapidement aussi pour la partie plan. Donc général, là on définit tout ce qui concerne notre app, on peut la partager avec d'autres, les mots de passe, voilà, les icônes, enfin je vous laisserai éventuellement découvrir tout ça. On va pouvoir setter notre nom de domaine spécifique, le lier avec par exemple aussi un, un outil pour envoyer des mails. Nativement, Bubble est plugué avec SendGrid par exemple. Donc tout est intégré là-dessus. On va pouvoir gérer à l'intérieur de Bubble du multilangue. Donc là, c'est assez poussé, hein, et donc de faire la traduction directement en Bubble, de l'importer, de l'exporter. Donc tout ça, c'est géré en natif. Toute la partie SEO, donc là, pareil, il y a des choses qui sont présentes nativement. Donc la partie API, donc là, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Donc on va pouvoir étendre toute cette partie-là ici, avec les différentes options. Donc collaborer avec d'autres. Voilà, créer des sous-applications, gérer nos différentes versions. Donc, c'est dans la partie setting que ça va se passer.
Et puis, pour terminer sur le dernier onglet, la partie log. Donc là, on va pouvoir voir quelle est l'utilisation, la capacité de notre app Bubble, enfin des ressources qu'on a dans le cadre du plan qu'on a choisi, comment celles-ci sont utilisées, et si éventuellement il faut changer de plan, passer sur des plans supérieurs. Toute une partie server logs, pardon, donc on va pouvoir comme ça savoir tout ce qui s'est passé sur notre serveur, donc en fonction de, voilà, d'une durée. Et tout ce qui est scheduler, donc on va pouvoir planifier effectivement des workflows dans le temps, dans le futur, normalement. Donc de pouvoir les planifier, pouvoir voir tout ce qui a été planifié et éventuellement interagir avec, donc les mettre en pause et les annuler. Voilà. Donc ça c'est pour l'interface rapide. Juste en haut, donc ici on va pouvoir gérer nos pages, donc nos pages qui vont s'afficher, et puis également tout ce qui va être reusable element. Ça pareil, je vais faire un petit focus dessus tout à l'heure. Donc edit, ça c'est classique, l'help, donc on va avoir des petites vidéos pour nous aider. Fais T'as attention, parlé tout à l'heure version. Pardon? petit warning sur le fait qu'il te reste plus beaucoup de temps. Je sais pas combien de temps tu as prévu pour le truc, mais Ouais, ouais, ouais. fais attention au temps. J'ai beaucoup parlé, c'est sûrement de ma faute. Non, mais pas de souci, pas de souci. Version, juste les versions, bah voilà, là on est sur la version de dev, mais on peut la déployer en version live assez rapidement et puis faire une preview. Donc sans plus attendre, effectivement, je vais passer à la petite démo. Donc l'idée, on a dit, c'était de faire une base simplement de films à mater qu'on va pouvoir mettre en ligne, hein. Donc on va mettre un petit titre avec une base de films. Voilà, simplement. Donc là, pareil, comme je disais, on peut gérer voilà, tout ce qui va être nos styles. Et puis, donc dans l'idée, c'est on va se créer un petit groupe. Donc des groupes, c'est des choses qui permettent notamment de gérer toute la partie affichage, de regrouper des éléments et de les déplacer ensemble. Donc là, j'utilise aussi un peu comme un petit élément graphique. Et un des éléments vraiment importants dans Bubble, ça va être le repeating group. Donc repeating group, c'est ce qui va nous permettre d'afficher des listes ou des collections d'éléments, hein. À l'intérieur de ce repeating group là, on va choisir le type d'élément qu'on va vouloir afficher. Et donc c'est là où on va retrouver déjà un certain nombre de types qui sont prédéfinis, de types de données qui sont prédéfinis dans Bubble, donc du texte, du number, numeric range, voilà, des choses très très classiques. On a en plus une géographique adresse qui est peut-être un petit peu originale. Et on va retrouver le data type pardon, user. Donc le data type user, c'est un data type qu'on retrouve par défaut qui est créé dans Bubble. Donc là, on a notre petit onglet data. Pardon. J'ai la voix qui s'est un petit peu enrouée. Et donc c'est créé par défaut pour gérer nos utilisateurs. Donc toute la partie gestion utilisateur est définie par défaut dans Bubble, notamment tout ce qui est mot de passe, login, etc. Donc on n'a pas à s'occuper de ça, on va le voir assez rapidement. Et donc l'idée là, c'est de créer un nouveau type, film. Donc là, ici on va directement gérer notre table un peu de notre base de données. Et ici, on va créer les différents champs qu'on va retrouver dans nos enregistrements de notre base de données. Donc on va, comme ça, create a new field. Donc on va mettre un titre, par exemple, hein. Voilà, donc là on a les types de base qui sont prédéfinis. Donc un type texte. On va retrouver, on peut mettre une image, hein, par exemple. Donc l'image d'une pochette. Hop. Et peut-être une date de sortie, par exemple, hein. Voilà, de créer une date de sortie de type date. Donc voilà pour notre type. Et donc l'idée, c'est qu'on va ensuite afficher ce type à l'intérieur de notre repeating group. Donc là, on va dire que dans ce repeating group, on va mettre des données de type film. Et maintenant, comment on va les retrouver, ces données? Donc c'est au niveau de la data source qu'on va les préciser. Donc ici, on va utiliser une des fonctions de base de Bubble qui est un do a search. Donc c'est permettre de faire des requêtes dans la base de données Bubble. Et donc, on dit qu'on va vouloir faire des requêtes sur des films, donc le type qu'on vient de créer. Donc on va avoir des contraintes particulières, mais là on peut rajouter des contraintes à notre requête sur des dates de sortie, des titres qui contiennent certains mots-clés par exemple. Enfin voilà, tout ça c'est assez varié. On va pouvoir les trier, donc, par exemple dans une date de sortie. Voilà, donc c'est pas mal de petites choses qu'on peut faire comme ça. Et donc
voilà, terminer notre requête, donc là, en base de données, et qui va nous récupérer là l'ensemble des films qui auraient été dans notre base. Donc maintenant qu'on a dit qu'on a mis ces données dans notre repeating group, donc l'idée c'est de se dire, maintenant qu'elles sont à l'intérieur, c'est de pouvoir les afficher, de les visualiser. Et donc là, on va retrouver des éléments, donc je ne les ai pas présentés ici, mais on a un certain nombre d'éléments visuels. Donc là, j'ai utilisé des containers, le groupe et le repeating group. Et pour visualiser, donc justement, on va avoir besoin d'éléments visuels. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour le titre. Et c'est aussi ce que je vais utiliser ici. Et donc dans notre repeating group, donc on le voit là, donc j'ai mis un élément dans le premier et il se répète automatiquement ensuite. Mais c'est uniquement dans ce premier groupe-là qu'on va pouvoir afficher de la data. Donc ici, c'est-à-dire on va se baser sur le current cell film. Donc la cellule en question, on va récupérer ces données. Donc cette cellule-là va contenir toutes les données d'un film. Et donc pour ce film-là, on va récupérer le titre et l'afficher. Donc je vais peut-être le décaler un petit peu. Et puis également afficher une image, par exemple. Donc image, donc je vais la mettre ici. Donc on peut définir une image statique, voilà, et pas mal de choses très classiques. Et donc là l'idée c'est de dire qu'on va récupérer une image, l'image de notre film courant, donc qu'on aura stocké en base de données. Voilà, et puis voilà, même chose pour la sortie. Donc là je fais un petit copier-coller et on va récupérer ici la date de sortie. Je vais même, hop là. L'avantage c'est qu'on peut aussi préciser des petits éléments en fixe. Hein. Voilà, donc par exemple, là, je vais dire que je vais récupérer la date de sortie, afficher cet élément-là en fixe, et puis mettre un élément dynamique, date de sortie. Donc voilà, rapidement, pour dire notre élément d'affichage de film. Donc, tout de suite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aller sur du preview. Donc de se dire, voilà, on va pouvoir prévisualiser notre page telle qu'elle va s'afficher pour l'utilisateur. Donc là tout de suite on voit voilà, on a notre titre qui s'affiche et on a notre repeating group qui est vide. Donc là on a notre scroll bar parce qu'on a choisi un repeating group de type vertical scrolling. Donc il y a différents, hein. Mais je vais choisir par exemple celui-ci où en fait la liste va s'afficher au fur et à mesure. On va scroller en bas de la page pour pas charger toutes les datas et pas surcharger effectivement et simplement ralentir l'affichage de la page. Donc, à présent, on va vouloir afficher des données. Et donc là, au niveau de notre interface data, on va pouvoir gérer l'affichage de données au niveau de nos app data, donc de créer une donnée. Donc ce que je vais faire, c'est dans notre data type film, on va rajouter manuellement une donnée. Hein. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui, par exemple. Enfin, le film que je veux afficher, je crois qu'il est sorti en 94. Bon, sur l'horaire, on ne va pas s'embêter. Et donc, au niveau de l'image, voilà, donc on ne va pas discuter de nos choix cinéphiles, mais pour le coup, moi j'ai choisi Forrest Gump, qui est quand même un classique. Très bon choix. Voilà. Donc, on va comme ça créer cette data dans notre base. Donc, je l'ai sauvegardée. Donc, on voit qu'elle a un attribut unique ID qui lui a été automatiquement attribué. Donc, un ID qui lui a été automatiquement attribué, donc qui est vraiment notre ID unique. Pour ceux qui font voilà, de la base de données classiquement, ça va leur parler. Donc, ça, c'est attribué de façon dynamique par Bubble. Et donc comme ça, on a notre première donnée. Et à ce moment-là, je vais retourner sur ma page et on va voir que directement, donc ma donnée s'est affichée dans mon repeating group. Et là, je vois, voilà, donc ma première donnée qui s'est affichée. Voilà, et très facilement, donc là déjà avec Bubble, hein, je vais vous partager ça, je vais peut-être pas vous proposer le Bubble, le debug mode, mais voilà, vous pouvez déjà cliquer et voir exactement ce que je suis en train de voir sur votre propre navigateur en utilisant uniquement voilà, ce petit lien-là, le lien de preview.
Ah, c'est génial. Ça me rappelle énormément de souvenirs. Ça a pas beaucoup changé en réalité, hein. Ça s'est enrichi, mais Je pense que les c'est très, fondamentaux très sont fort. là, quoi. Ah ouais, mais je me souviens, là, tu montrais le truc de Dynamic Data, du truc, tu choisis le current sales, films, title, et je me souviens que je faisais des requêtes, mais ultra longues. Et, et d'ailleurs, on l'a vu très rapidement tout à l'heure, mais il y a un système dont on n'a pas parlé du tout, mais qui est le debug sur Mhm. Bubble, qui est extrêmement puissant. Le truc, là où si tu gères une alerte, tu génères une erreur, tu vas avoir tout de suite. Voilà, tu vas avoir les erreurs qui vont s'afficher, Ouais, ouais, ouais. effectivement. Tu vas pouvoir Les données qui inspecter des manquent. éléments et voir justement quel type de données on va pouvoir retrouver à l'intérieur pour pouvoir Mhm. voilà, avoir une vision un peu plus fine de ce qui s'est passé, retrouver tes différents éléments graphiques. Donc là, ici, j'en ai peu ou pas. Et puis de faire du step by step. Donc je vais vous faire un petit démo aussi sur du workflow pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et puis voir les étapes par étape, ce qui se passe pour savoir voilà, effectivement s'il y a un bug dans notre application, enfin, voilà, où il se situe. Euh, Créer, ce qu'on va faire, donc là maintenant c'est bien d'afficher effectivement les données, mais c'est quand même bien de pouvoir la remplir, hein. Donc ce que je propose c'est de créer rapidement voilà, une petite page utilisateur. Donc on va partir from scratch, hein. Là pareil on peut cloner une page existante. Donc mais from scratch je vais créer une nouvelle page. Et donc là ici l'idée ça va être de créer notre formulaire pour remplir notre base. Hmm. Donc l'idée, bon pareil, je mets un petit titre, juste ma page, bon, ça c'est anecdotique, mais l'idée c'est pareil de créer notre formulaire. Donc je vais faire un petit groupe, pareil, toujours, pour un souci graphique. Donc là on était sur les visual elements et les containers, et là on va arriver sur les input forms. Donc on va avoir un certain nombre d'éléments d'input qu'on va pouvoir utiliser. Donc nous on va avoir un input texte tout à fait classique. Donc là on va rentrer le titre de, de notre film. On ne va pas lui préciser de contenu initial. Et donc là, on va retrouver le format du contenu de cet input. Donc on va avoir des choses un peu préformatées pour, par exemple, un email où on va vérifier automatiquement voilà, si on a bien l'arrobase, le point. Voilà, enfin, quand on code, c'est souvent des choses un peu contraignantes qu'on doit refaire, mais là, tout est déjà préintégré et il va pas valider, enfin, l'entrée du texte ne va pas être valide si ça ne correspond pas à ces éléments-là. Donc là, on va rester sur du texte classique, donc c'est pour donner simplement un exemple de ce qui est faisable. Donc on va prendre l'image aussi, hein. On va avoir besoin de cette image. Donc là on va avoir ce qu'on appelle un picture uploader pour sélectionner notre image, hein. Sélectionner une image. Et puis on va demander notre date. Voilà. Donc je ne mets pas de petit texte de présentation, on va aller assez vite, mais là on peut voir que voilà, on peut mettre une date time. On va faire commencer les jours le lundi parce qu'on est en France. Et puis surtout si c'est des vieux films, hein, on va pouvoir quand même choisir le mois et l'année, parce que sinon la navigation ça va être un peu long. Mais surtout, ce que je me dis là, donc c'est bien d'avoir une page, mais j'aimerais quand même que n'importe qui ne puisse pas rentrer des données dans cette page-là, hein. Et donc je vais vouloir que mes utilisateurs soient logués pour pouvoir afficher cet élément-là. Comme ça, je sais qui a créé quoi dans ma base. Et donc là, on va pouvoir rajouter des conditions là-dessus. Donc je vais dire que par défaut, en fait, mon groupe là qui contient ces éléments de formulaire, je ne vais pas l'afficher. D'accord? Donc cet élément ne sera pas visible au chargement. Et je vais pouvoir ajouter des conditions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter sur à peu près tous les éléments de Bubble. Et je vais pouvoir dire que simplement ceux qui vont pouvoir le voir, ça va être quand l'utilisateur courant, il va être connecté. Et donc à ce moment-là, j'ai un certain nombre d'éléments sur lesquels je peux interagir, et je vais dire que cet élément ne va être visible que quand l'utilisateur va être connecté. Voilà. Donc là, c'est bien beau, mais comment est-ce que je vais pouvoir dire à mon utilisateur d'être connecté, enfin, je vais pouvoir permettre à mon utilisateur de se connecter? Et bien là, on va pouvoir retrouver des reusable elements. Donc ça, c'est déjà des reusable elements qui sont mis à disposition par Bubble et qui vont nous permettre de faire les premières actions, et notamment la partie sign up, login, pop-up. Donc ça, c'est déjà disponible par défaut. On va simplement drag and dropper cet élément. Donc là, je peux faire, hop, utiliser cette reusable element. Ou alors, ce que je me dis, c'est que je vais utiliser le header qui est proposé par défaut par Bubble.
parce que tout simplement ce header, donc là sur ma page, hop, je vais l'agrandir un peu, je crois que de dépasser 1080 pour pouvoir bien afficher mon header. Donc on va avoir ce reusable element de login sign-up qui est présent. Donc l'avantage d'un reusable element, c'est si on change quelque part, il se change sur l'ensemble des pages. Et donc je vais quand même le rajouter ici sur ma page d'accueil. Hop là, c'est pas le footer que je voulais, mais le header. Et comme ça, vous allez pouvoir créer un compte sur mon app. Donc là, je vais la rafficher. Et pouvoir vous-même remplir aussi des petits exemples de films qui vous intéressent. Voilà, hein, je vous invite à cliquer sur le petit lien que j'ai envoyé. Donc là, vous pourrez à ce moment-là cliquer sur le sign up hors login. Donc, bien évidemment, on peut faire des petites traductions. Donc là, je peux aller dans mon reusable element qui se trouve ici, sign up login pop-up, et puis faire des traductions, voilà, changer, rajouter des workflows, et puis voilà, comme ça, de pouvoir gérer. De pouvoir gérer ce qui se passe ensuite. Donc on n'a pas fait le workflow, j'ai fait mon formulaire, je suis parti un petit peu vite là-dessus. Est-ce qu'on a un lien vers la page d'utilisateur? Et Je pense qu'on. effectivement, vous ne l'avez pas, donc il me manque quand même important, c'est-à-dire que même si on a créé le formulaire, donc on va pouvoir entrer des données dans ces input forms là, mais il faut quand même créer la donnée en base. Et donc pour ça, on va rajouter un petit bouton, voilà, que je vais appeler valider. Et c'est en appuyant sur ce bouton-là qu'on va pouvoir créer la data physiquement en base de données. Et donc là, ce qu'on va faire sur ce bouton, on va avoir ce petit bouton Start Edit Workflow qui va nous permettre de créer un workflow. Donc ça, c'est toute la partie, entre guillemets, intelligente, ou en tout cas qui va nous générer des actions derrière. Autre la partie front, présentation qu'on a vue jusqu'ici, la partie design. Et donc, ce qu'on se dit ici, donc c'est avec cet événement-là, donc quand le bouton est cliqué, on va pouvoir générer un certain nombre d'actions. Et donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est simplement créer quelque chose de nouveau. Donc qu'est-ce qu'on va créer? On va créer un film. Et donc comme ça, on va pouvoir choisir nos différents champs, donc les champs qu'on a créés tout à l'heure. Donc par exemple le champ titre, mais on a aussi ce petit bouton qui va nous permettre d'afficher l'ensemble des champs. Et donc là, je Ça, vais il n'y dire avait que le pas ça. titre. Ouais, tu vois, ça va plus vite maintenant, hein. Donc on va le dire que le titre, le nouvel enregistrement en base, ça va correspondre à notre input titre et à la valeur de cet input. La date de sortie, ça va être notre datetime picker et à la valeur. Et notre image, ça va correspondre à notre picture uploader et pareil à sa valeur. Donc voilà ce qui va se passer. Et puis ce que tu me disais, c'est qu'il nous manque un lien vers cette page utilisateur. Et donc là, c'est là où je vais pouvoir modifier effectivement mon header et mon header. Par exemple, je vais modifier ça et je vais aller vers ma page, voilà, faire un lien vers ma page et je vais pouvoir déterminer que c'est une page interne et ma page utilisateur. Donc on ne va pas l'ouvrir dans une nouvelle table, on va le laisser dans cette table-là et on va pouvoir naviguer vers. Donc là, logiquement, hop là, ça a changé l'avantage du reusable element que j'ai utilisé pour ma page index et pour ma page utilisateur, ça l'a changé partout. Et vous allez pouvoir naviguer vers cette page et rajouter effectivement des données dans la base. Si vous voulez faire le sign-up, et puis remplir la base au fur et à mesure. Donc je voulais vous montrer les petites choses en API, là on arrive déjà au bout du temps, hein, mais simplement un plugin qui est intéressant, je pense c'est le plugin API Connector, qui est fourni par Bubble et qui va nous permettre de se connecter à peu près à n'importe quel type d'API. Hein, voilà, comme ça assez facilement. Donc on peut gérer les authentifications ici, donc le nom de notre API, et puis on va pouvoir définir des calls qu'on va pouvoir utiliser rapidement de l'autre côté, assez facilement, en quelques clics. Hop là, juste pour vous montrer ce petit exemple rapidement, j'avais trouvé une petite API qui ne nécessitait pas d'authentification. Tac.
Voilà, donc on va initialiser le call. Donc Bubble va nous faire cette initialisation de façon automatique et va nous dire l'ensemble des champs qu'on va pouvoir récupérer. On va pouvoir déterminer des types, comme ça. Donc je ne m'étends pas sur les calls API, mais j'imagine que ça parle à un certain nombre d'entre vous. Et puis on va pouvoir, comme ça, afficher ces données ou faire des actions dans nos workflows qui vont correspondre à ce qu'on a déterminé dans ce plugin d'API. Donc voilà pour la présentation rapide de Bubble. Je suis désolé, on a pris un peu de temps au départ, donc j'ai été assez vite. Je vois que quelqu'un a créé Goliath. Et là, on a affiché un petit peu toutes les choses qui correspondaient pas, mais qui n'étaient pas nécessairement intéressantes. Et on peut par exemple, voilà, vous montrer des petites choses. On peut formater la date pour De toute garder. manière, là, je suis obligé de t'arrêter, Cédric, parce que clairement, je sais dans la position dans laquelle tu pourrais ne jamais t'arrêter et on a des questions. Mais je vois très bien comment ça peut être frustrant de se dire qu'on n'a rien fait, on n'a pas été au bout du truc. Il y a des questions, du coup, peut-être on peut répondre rapidement aux questions, comme on est un peu dans le rush. Un peu pris par le temps. Alors, il y a une question de Michael qui dit peut-on faire des requêtes un peu plus complexes avec des jointures? Ouais. J'ai failli t'interrompre pour le dire, mais je pense pouvoir dire que oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est très On puissant. peut, on peut faire effectivement des jointures, aller beaucoup plus loin que ça. On peut faire des filtres aussi, c'est-à-dire charger ces données-là et de dire qu'on va les afficher de différentes façons. Ouais. Ces données-là en fonction de champs qu'on aura rajoutés. Donc créer des filtres avec différentes contraintes. C'est très fort. Par contre, c'est vite imbitable, mais ouais, tout à fait. Donc, je le mets pour la vidéo. Voilà. Et c'est vrai, comme c'est enregistré. Du coup, voilà, c'était la question que. On va pouvoir intersecter, voilà, avec une autre requête et le merge avec une autre requête, voilà, pour répondre plus concrètement. Autre question de Alejandra. J'ai redit son nom correctement. On a la possibilité de créer des apps mobiles ou juste web apps? Oui, donc effectivement, on va pouvoir faire des apps avec Bubble et on va pouvoir gérer le responsive, tout ce que j'ai pas noté. Donc faire des web apps et gérer notamment toute la partie responsive. Donc ça, c'est l'ancien responsive, mais comme on voit, en fin d'année dernière, Bubble a sorti un nouveau moteur responsive qui est plus intuitif. Donc, bon, c'est pas l'idée de rentrer dans ce détail-là. Mais, et puis, pour répondre plus en détail, on va aussi avoir des apps externes, enfin en tout cas des services externes, par exemple The BDK propose un service qui va permettre de wrapper, enfin d'encapsuler notre app Bubble dans des apps qui vont pouvoir être mises à disposition ensuite sur les stores, donc sur Google Store ou sur Apple Store. Ouais. Ah, excellent. Je savais pas du tout. D'accord, ok. Effectivement, donc il y a aussi cette possibilité-là, outre la partie app qui sera responsive sur du mobile, de pouvoir aller vers ça. D'accord, excellent. Ensuite, on a la question, encore une fois, de Alejandra, qui est quelles sont les limitations des API pour Bubble? On peut réaliser des requêtes via API payant et gratuit comme Wikipédia, Google, IMDb. Voilà, effectivement, il n'y a pas de limite, donc j'ai commencé à la montrer rapidement, mais avec ce plugin-là, on peut paramétrer comme on veut, effectivement, en termes d'authentification, notamment, donc il y a les différents modes d'authentification, et donc qu'elles soient payantes ou pas, donc à ce moment-là, en fonction des modes d'authentification, on va pouvoir préciser nos clés à ce moment-là. Donc ne serait-ce qu'avec une private key, voilà, on peut préciser notre clé qu'on aura récupérée si c'est une API payante par exemple, ou avoir avec les autres modes d'authentification. Donc il n'y a pas de limite, sachant qu'il y a déjà des plugins natifs voilà, qui vont, donc c'est encore un peu lent, mais qui vont permettre voilà, de se plugger assez facilement avec des calls qui sont prédéfinis. Voilà, je prends par exemple Stripe, des calls qui sont prédéfinis pour nos interactions. Voilà. Ça c'est fort. Ça c'est déjà très fort. Et donc là, on voit, si je vais sur du paiement, je vais pouvoir avoir un certain nombre de calls qui sont prévus par Stripe pour faire du paiement, créer une facture, charger notre utilisateur courant, donc le faire payer. Voilà, tout ça c'est déjà prédéfini. Très stylé. Question de Ludovic. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par pas d'accès à la version live avec le plan gratuit? Hop. Ben oui, c'est une bonne question. Effectivement. Pardon?
C'est une bonne question, j'ai pas vu ce truc-là. Ben oui, donc effectivement, on va pouvoir être que sur la version de test. Donc voilà, là je suis sur un plan gratuit, donc concrètement, tu vas pouvoir partager ta version de test, donc qui sera écrite comme ceci, mais tu vas pas pouvoir publier en live ce que tu auras fait, c'est-à-dire avoir deux versions, une version de test, une version live. Mhm. Voilà, Ouais, donc c'est c'est effectivement intéressant ce que ça ça. veut dire. Donc c'est vraiment un environnement. Le live, c'est l'équivalent d'un environnement de prod finalement. Voilà, tout à Parce fait. que de ce L'environnement. que je me souviens, on l'a un petit peu vu, mais tu as aussi une base de données propre à la version live. Donc Exact. là, tu nous as montré l'environnement clairement de développement. Et donc il y a C'est le même, l'environnement. Bah, d'ailleurs, c'est. l'environnement est le même enfin, sauf que tu peux pas interagir sur la version live, tu peux pas créer de nouveaux types de données Ouais, c'est enfin, ça. tu peux gérer les données par contre dans la version live. Et donc là, on a le petit bouton Switch to Live où pareil, on va voir ce qui se passe dans la base live. Ce sont deux bases Mhm. différentes, effectivement. Impeccable. Ensuite, on a une autre question de Ludovic. Ah, du coup, désolé, j'ai pas affiché la question. Hop, est-ce qu'il y a des facilités aujourd'hui pour passer du no-code à une app custom? Alors, des facilités, comme je disais, enfin, pour moi, l'une des facilités, c'est que ces éléments sont quelque part séparés. C'est-à-dire que, avec notamment le call à des API, on va pouvoir dire que la partie back, par exemple, elle va être affichée via des calls à des API. Donc là, j'ai pas été jusqu'au bout juste de mon affichage, mais de se dire, bon, je le fais ici, mais là, pour afficher de la donnée, par exemple, je pourrais faire du get data from un external API. Et donc ça c'est mon call que j'ai défini, et de se dire que comme ça, je peux récupérer une activité, par exemple. Ouais, donc tu peux Donc petit à petit transformer le truc en disant j'utilise mon front mais avec une API externe et puis et petit à petit tu. voilà, c'est ça. Et Ok. donc pareil dans les actions. Donc les actions, enfin voilà, les workflows, donc en fonction de ce que je fais quand j'appuie sur un bouton, je peux très bien dire que c'est une action qui va se déclencher sur un schedule, sur un API workflow. Et donc là, ça va être soit enfin des workflows internes ou le faire, voilà, ou faire la liaison ensuite entre les workflows avec des workflows externes. Donc ça, Ok. c'est tout à fait faisable aussi, avec des calls D'accord. API autres ou avec des calls API internes. Donc, on va avoir, là tout ce que j'ai montré, c'est et dans les settings, on peut autoriser ça, et donc on a toute une partie back, entre guillemets, donc avoir un certain nombre de back-end workflows qui vont tourner côté serveur, et donc pareil, déjà de séparer un peu ça, donc c'est une bonne pratique effectivement dans la construction de notre app, de notre application, de faire un certain nombre d'actions côté back, côté serveur, et de les appeler pardon, côté client. Voilà, Ok. dans nos workflows ici. Alors j'avoue que depuis tout à l'heure je dis que c'est répondu. Peut-être qu'il y a des sur-questions, mais j'avoue que comme on est un peu pris par le temps, j'y vais un peu rapidement. Baptiste qui nous demande les avantages et inconvénients de Bubble.io comparé aux autres. Ah ouais, moi j'ai pas du tout le moyen de répondre à ça. Ouais, ouais, enfin, là, on pourrait pareil y passer des heures aussi. Je pense que ça va dépendre d'outil par outil. Enfin, je pense que c'est assez complexe de répondre à cette question-là assez rapidement. Mais après, je dirais, dans le no-code, juste si je dois répondre rapidement, donc on a un peu les deux mondes, c'est-à-dire le modulaire, où on va avoir, par exemple, du Airtable qui va s'interfacer avec du Software pour, pareil, avoir un petit peu la même chose, donc Airtable en back et Software en front. Mais voilà, ce qui différencie principalement, c'est que Bubble, c'est qu'on peut tout faire à l'intérieur de Bubble, donc le back, la data et le front. Donc ça, c'est la question la plus rapide. Et après, avec l'RGPD, oui, effectivement, c'est pas tant un problème avec l'RGPD que, pareil, Bubble pardon, est compliant avec l'RGPD, donc ils ont des éléments là-dessus. Voilà, ils peuvent très bien gérer les données. Et on peut préciser que les données sont gérées aux US. Euh, mais simplement, et sachant que sur certains plans, donc c'est des plans payants et assez chers, on peut choisir, donc, enfin Bubble est hébergé chez Amazon, hein, chez AWS, et on peut choisir effectivement des serveurs en Europe, par exemple. Et
Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc la question, effectivement, sur la RGPD, mais c'est plus la question du Patriot Act que souvent qui peut poser question. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais Patriot Act, c'est effectivement le fait que le gouvernement américain peut accéder à des données voilà, extraterritoriales. Mhm. Et là, effectivement, là, c'est plus compliqué sur du Bubble parce qu'on reste quand même sur un outil américain. Mais avec le RGPD, il y a pas plus de soucis que ça. Bubble est RGPD compliant. Ok. Ouais, j'espère que Baptiste est aussi satisfait que moi de ta réponse. C'est pas très interactif, hein. C'est la première fois que je fais un live storm, hein, pour info. Du coup, Baptiste, deuxième question de Baptiste, qui demande la qualité du code derrière Bubble. La page d'accueil parle d'un scaling, un auto-scaling, mais dans le pricing, on voit server capacity, reserved units dans le pricing. Alors, Concrètement, concrètement, sur la qualité du code, je ne vais pas pouvoir répondre là-dessus, parce que c'est un code propriétaire, on ne voit pas ce qui est généré, et c'est peut-être aussi une des limites de Bubble, c'est qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, récupérer le code pour pouvoir le mettre ailleurs. Donc ça, voilà, il faut le savoir aussi, c'est une des limites. C'est une plateforme propriétaire, bien que pour rassurer aussi la communauté, Emmanuel a toujours communiqué sur le fait que si jamais Bubble doit s'arrêter, il mettrait les éléments en open source. Euh, donc, mais pour répondre sur la partie charge, donc effectivement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans les settings, dans les app plans. Les app plans, on va pouvoir justement, en fonction des plans déjà, on va avoir plus ou moins de capacité serveur disponible et on va pouvoir ainsi rajouter des boosts. Donc selon les plans, on a plus ou moins de boosts. ça fait un peu penser à ce que tu trouves dans, comment ça s'appelle, Heroku, sur lequel je fonctionne. Et tu alloues une certaine quantité d'unités sur tes gestions, quoi. Voilà, tout à D'accord. fait. Et effectivement, c'est comme ça que fonctionne Bubble. Voilà, toujours voilà, dans la même philosophie dont on parlait tout à l'heure, c'est de ne pas s'occuper de toute la partie infrastructure, enfin en tout cas que ce soit simple et pas voilà, et accessible à des personnes qui sont pas Tex ou DevOps sur ces aspects-là, quoi. Donc le scaling se fait en changeant de plan et à l'intérieur des plans potentiellement en upgradant voilà, les capacités, que ce soit les capacités de serveur, enfin de calcul ou les capacités de stockage aussi, hein, peuvent Mhm. scaler. C'est vrai que ça me fait penser, juste pour me rajouter un petit truc, c'est pas sur la qualité du code, mais sur la partie performance. Mhm. On parlait tout à l'heure de ce qui avait décidé Comet à passer du Bubble à App Custom, et c'est vrai qu'on arrivait à. Alors, c'était quand même déjà en 2016, hein, donc il y a quelques années. Je pense que ça s'est Mhm. vachement amélioré. Surtout depuis qu'ils ont levé 100 millions, à mon avis, ils ont amélioré ça. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai on a eu à un moment donné, on est arrivé sur des limites au niveau de la performance, où en fait, tu es assez limité à partir du moment où les composants sont préconçus, où ils sont conçus de manière assez automatisée, surtout pour la partie responsive, à des problèmes de performance. En tout cas, on n'a pas la performance qu'on peut retrouver sur certaines applications. Ceci Mhm. étant dit, et je pense qu'on a certains membres de l'équipe Comet parmi nous, là, dans les gens qui regardent, l'app custom qu'on a actuellement en interne, ou l'app custom Comet, elle n'est pas non plus incroyablement responsive, tu vois, quand même performante. Donc, c'est pas parce que c'est custom que que c'est rapide, hein. Je pense que surtout quand tu pars dans des trucs très complexes, donc c'est normal que ça puisse être un peu plus lent. Mais c'est vrai que c'est pas la question, hein. Je réponds un peu à côté de la question parce que on parle de qualité de code et pas de Ouais. performance. Mais c'est souvent aussi une des raisons de switch voilà, du no-code vers du custom. Mais comme tu le dis, c'est pas forcément si évident que ça non plus, mais voilà. Ah, très cool. J'ai vu que on avait une dernière question. Mhm. Euh, Alejandra qui pose une autre question qui est possibilité d'utiliser des fonctionnalités natives de téléphone comme la caméra pour faire la reconnaissance visuelle. Oh, ça sent la question, ça sent l'idée d'entreprise déjà. Il y a une idée d'application derrière. Tu Donc devrais là, lâcher une ouais, petite carte de effectivement, visite, Cédric. oui, avec plaisir, avec plaisir. Donc là, ça va plutôt dépendre un peu des frameworks, enfin, et des templates finalement qu'on va utiliser derrière. Et notamment, tout à l'heure, je parlais de The BDK pour pouvoir faire une app mobile. Et donc, il va y avoir des limitations de ce côté-là. Donc là, enfin, par exemple, là, je t'invite à regarder plutôt sur la page de The.
tu vas voir qu'effectivement, ils vont préciser les fonctionnalités natives qui seront accessibles à travers voilà, à travers une app Bubble qui aurait été fait directement avec le framework de BDK, par Très stylé. exemple. Très stylé. Impeccable, hein. Je pense qu'on a dépassé de 15 minutes, donc on va laisser tout le monde reprendre sa vie. Vous avez, je crois, un petit sondage pour nous aider à nous améliorer. Je pense que Louis en a un petit peu parlé dans le chat. Mhm. Hop. Et j'ai blagué là-dessus, mais en réalité, comment on te contacte, Cédric, Bah oui, si effectivement. on veut des infos, si on veut bosser avec toi? Avec plaisir. Écoutez, ne pas hésiter. Donc là, je vous mets mes coordonnées, effectivement, mon adresse mail. Donc je suis joignable directement sur cette adresse mail-là. Donc glissez-moi un petit message ou allez sur le site et vous pourrez prendre un petit rendez-vous dans le Calendly directement. Et puis on échange avec plaisir sur votre application. Super, Donc, excellent. et puis, Merci beaucoup. voilà, hein, j'ai pas présenté, mais voilà, des petits éléments pour Bubble. Je vous laisserai regarder ça éventuellement Ah oui, dans c'est vrai, le, c'est vrai, c'est vrai. dans le replay. Et puis voilà, c'est juste faire un petit switch sur la communauté no code voilà, qui est en train de s'organiser. Vous pouvez retrouver ça sur No Code France, il y a notamment un Slack avec voilà, 5-6 000 personnes qui commencent à être pas mal actifs là-dessus. Il y a une association qui a été fondée, on va pouvoir voilà, retrouver des ressources, notamment voilà, si vous adhérez, et puis des bonnes pratiques ou ce genre de choses-là. On est en train de fédérer tout ça. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour par là-bas aussi si ça vous le sujet du no-code d'une façon générale. Excellent. Ok, merci à tous. Merci beaucoup. Louis, c'est le signal, hein. Tu peux arrêter.